on est sur un podcast fournisseur. C'est une des premières idées que j'ai eues quand je voulais lancer cette histoire de podcast fournisseur, parce que franchement, j'ai déjà fait un certain nombre d'erreurs au niveau des tapis. Vous allez me dire, c'est une petite chose qu'on met dans un intérieur, mais on peut quand même énormément se tromper. Donc, je suis ravie que j'ai avec moi Pierre Cohen-Boyer de Sun Tapis. Ça existe depuis début 2021. J'adore ce qu'il fait. Donc, je suis ravie qu'elle est avec moi. Salut! Salut, merci beaucoup. Je suis également ravi d'être parmi vous. J'ai hâte qu'on commence. Ben oui, maman aussi, écoute. Si on commençait tout de suite par l'histoire, justement, de Sun Tapis, comment ça s'est venu pour qu'effectivement tu te lances là-dedans? Ouais. C'est rarement un hasard quand on se lance dans une industrie comme celle du tapis. Tu l'as très bien prononcé, c'est effectivement Son, S-O-N. Et du coup, ça tire son essence du mot anglais qui veut dire fils. Très simplement, pour retracer, si tu veux, le lien de filiation que j'ai avec le tapis. Pour faire, alors c'est long story short, hein, je vais pas te prendre trop de temps là-dessus. Mon arrière-grand-père était iranien. À l'époque donc de Seconde Guerre mondiale, autour de cette période, importateur de tapis iraniens en Europe, à la grande époque des tapis iraniens, les tapis persans, et de fil en aiguille, sur chaque génération dans ma famille, une personne a travaillé dans le tapis, donc mon arrière-grand-père, puis mon grand-père, qui était lui aussi toujours importateur de tapis persans, cette fois-ci en France, à Paris, puis mon père et mon oncle ont travaillé également avec mon grand-père, puis au décès de mon grand-père, ils ont repris le business familial, qui était une société qui s'appelle Momtaz, qui existe toujours, et eux en fait ont fait un switch complet. Ils ont arrêté le tapis persan dans les années 2000, et c'était une super bonne idée qu'ils ont eue. Ils se sont complètement orientés sur le sur-mesure, tapis design sur mesure, sur lequel il y avait vraiment une grosse demande, au moment où il y avait de moins en moins de demandes sur le tapis persan sur le marché français. Ça fait du coup, donc année 2000, ça fait 25 ans qu'ils font ce métier. Et c'est grâce à eux que je suis rentré là-dedans. J'ai bossé avec eux au début, quand j'avais 22 ans, de temps en temps, quand on allait voir les fournisseurs. Du coup, on en reparlera, en Inde, en Turquie, au Népal. J'avais un peu un rôle de traducteur. Pour faire simple, ouais. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert ça, et de fil en aiguille, en fait, en étant à leur côté, j'ai appris plein de choses. J'ai compris le marché, j'ai compris la clientèle, et j'ai voulu à ma manière retravailler autour du digital, comme eux l'avaient fait dans les années 2000, en faisant vraiment un switch. Moi, je me suis dit, on va créer un angle qui soit plus digitalisé. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, c'est par le digital. Et donc, c'est l'histoire de Son, c'est celle-là. Donc, c'est une entreprise que je dirige seul, toujours en collaboration plus ou moins avec l'entreprise de mon père et de mon oncle, selon les projets, les typologies, les nécessités. Mais voilà, c'est pour faire simple. Je sais pas si c'était simple, mais c'est ça. Pour le coup, t'as un vrai, on va déjà dire que t'as quelque part de la chance, parce que ce business familial t'a plu. Oui. T'aurais pu ne pas être intéressé par les tapis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as quand même une espèce de relation peut-être de mentor avec ces personnes-là. Absolument. C'est hyper riche, c'est génial ça. Ouais, c'est assez extraordinaire, et t'as résumé un point qui est très vrai, c'est que j'avais pas nécessairement envie de travailler dans cette industrie. Bien que j'ai une relation extraordinaire avec mon père, je n'avais pas forcément envie. C'était, de mon point de vue à l'époque, quand j'étais jeune, c'était pas forcément sexy. Et en fait, c'était génial. C'était un apprentissage de tous les jours. Leur boulot est divisé en deux. Mon oncle est plus sur la partie création, de qui j'ai beaucoup appris. Mon père est plus sur la partie back office, traitement avec les fournisseurs, avec les clients, ce genre de choses. Ils se complètent hyper bien. Du coup, j'ai appris autant de l'un que de l'autre, mais en tout cas, effectivement, encore aujourd'hui, sur plein de sujets, je fais appel à eux pour avoir un conseil, pour avoir du support. C'est génial. C'est top. Une chance inouïe. T'as dit, à l'époque, c'était pas vraiment très sexy. Je sais qu'on avait prévu d'autres questions, mais j'en ai juste une autre avant que, Je t'en prie. Qu'on entende ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que les tapis suivent un peu le mouvement des luminaires, où ça devient vraiment des pièces à part entière de l'intérieur, et que les tapis deviennent aussi art et sexy
comme les luminaires, tu vois, on a vraiment vu un changement par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Ouais, je suis vraiment du même avis. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Moi, au début, j'ai commencé à travailler beaucoup avec des particuliers. Maintenant, je me spécialise plus sur les pros. Et c'est vrai que j'ai cette chance, maintenant que je travaille avec des pros, de redécouvrir le plaisir que vous avez en tant que pro de la déco, d'intégrer les tapis hyper tôt dans les process. Tout de Ce qui suite, était moins le cas tout de suite. Oui, mais alors, il y a une époque où le tapis, c'était la dernière pièce de l'appartement, où en gros, sur le tapis, on essayait de pas faire d'erreur. On essayait, voilà, d'avoir un truc qui fit, sans être l'argument déco de la pièce. Et maintenant, effectivement, parfois, ça part même du tapis. mais alors pour C'est moi, ça, c'est ou génial. ça part dans le luminaire, ou ça part. On Tout n'est à plus fait. du tout sur tout part des couleurs du mur et du sol, quoi. Absolument. Tu vois. Je suis ravi. C'est un vrai plaisir parce que du coup, ça nous autorise à nous d'être beaucoup plus créatifs. Voilà. Et c'est par la création, par la créativité qu'on fait des pièces vraiment uniques et qu'on rend nos clients contents, quoi. Ouais, c'est top. Écoute, rentrons dans le vif du sujet. Parce que comme j'ai dit au départ, moi j'ai fait un certain nombre d'erreurs quand je me suis lancée à mon compte. Euh, Plein d'erreurs de partout et aussi au niveau Oui. des tapis. J'ai aucun problème pour l'avouer aujourd'hui. Alors, commençons par quel type d'usage pour quel type de tapis. Commençons par là. Ok. Alors C'est très large comme question peut-être. C'est très large. Non, mais ça me va parce qu'en fait, moi, je vais toujours lier l'aspect usage du coup du tapis avec l'esthétique, avec le budget. Il y a un peu ces trois sujets qu'on retrouve pas mal autour de nos clients, que ce soit d'ailleurs des particuliers ou des pros. Et la question numéro 1 que je vais poser à une personne avec qui je suis amené à travailler, c'est quel est l'usage qu'il imagine Bien pour sûr. le tapis. Est-ce que c'est un tapis purement décoratif, qui sera la pièce unique de l'appartement? Est-ce que c'est un tapis qui aura un effet insonorisant? Pour des pièces, parfois, on sait que ça peut avoir cet effet. Déjà, selon la typologie, l'une ou l'autre, on va pas partir forcément sur le même tapis. Est-ce que c'est un tapis qui doit avoir des propriétés anti-acariens, ce genre de choses également. Voilà. Et il y a encore sans doute plein d'autres verticales autour desquelles des problématiques autour desquelles le tapis peut répondre. Je dirais que ce qu'on retrouve nous beaucoup quand même, c'est un tapis qui répond à des problématiques décoratives quand même en un. Auquel cas, on va avoir trois typologies de produits qui sont le tapis Tuff tes mains, tapis Tuff tes mains, qui est aujourd'hui qui représente, je pense, 60-70% du marché européen du tapis. C'est des chiffres comme ça sur lesquels j'ai pas de certitude, mais de ce que je vois. En tout cas, déjà de la demande que j'ai et de l'industrie autour de moi que je vois aussi travailler, c'est pas mal autour du tapis qui est tufté à la main. Donc, il y a comme propriété d'être un très bon compromis qualité-prix qu'on va mettre dans la catégorie premium. Donc, c'est un peu le début du haut de gamme. Qu'on va traiter ensuite sur plein de matières différentes. Nous, on a un parti pris chez Sun, c'est de travailler en majorité sur de la laine. Parce que voilà, ça répond à pas mal de propriétés dont on a parlé sur les aspects acariens, c'est génial. Sur l'insonorisation, c'est génial. Ça se nettoie facilement, ça dure dans le temps. Voilà, ça c'est vraiment le premier point qu'on voit apparaître beaucoup sur nos projets. Et ensuite, j'aime savoir aussi si les clients chez qui est destiné le tapis, faut pas le voir négativement, mais est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont des enfants en bas âge? À l'inverse, est-ce qu'ils ont des enfants peut-être à l'adolescence qui entameraient les premières soirées chez les parents? Je suis pas prête, merci. Non, je disais pas ça pour toi, mais en tout cas, ça a du sens de poser la question. Est-ce que les gens ont des chiens, des chats? Voilà. Et aussi quelle est leur manière de réagir face aux problématiques que tout ce que je viens de dire peut engendrer. Bien sûr. Voilà, si j'ai un client qui me dit j'ai un chat et je suis terrorisé à l'idée qu'il fasse ses besoins sur le tapis, je vais clairement l'orienter vers des tapis qui sont d'ailleurs pas dans notre gamme, qui sont pas de notre marque, chez des marchands qui feraient des tapis lavables
qui sont en termes de prix pas hyper coûteux, donc la perte, si toutefois il y en avait une, elle serait moindre, voilà, que si moi j'étais amené à l'accompagner sur des produits plus haut de gamme. Et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent d'orienter les clients sur, par exemple, il y a Ruggable qui est assez connu en tant que marque, voilà, sur du tapis lavable. Et c'est vraiment une demande qu'on a beaucoup chez nos clients, c'est que le tapis soit lavable. C'est pas notre spécialité, mais voilà, je suis très à l'aise à l'idée de les envoyer vers un concurrent, si on veut, qui répondent plus aux propriétés. Et comme je te le disais, si on a des enfants en bas âge, on va travailler sur de la laine parce que ça se nettoie facilement. Ouais. Si on a des adolescents, pareil, sur de la laine. Voilà, c'est nous, par rapport à toutes ces problématiques, la laine répond hyper bien à tout ça. Et on aimerait, et voilà, et comme je te disais, on aime savoir comment chacun est amené à réagir face à ces problématiques. Ce qu'on veut pas, si tu veux, c'est qu'on ait un client qui 15 jours après nous rappelle en disant mon chat a fait sur le tapis, ou mon chien, le tapis est foutu, je suis désespéré. Voilà. Ça, c'est pour nous c'est catastrophique parce que on n'est pas là à simplement vendre un tapis, on vend aussi une expérience, tu vois. Bien sûr. Et cette expérience, au bout de 15 jours, elle peut être cassée et c'est pas dans notre intérêt, quoi. Et donc du coup, est-ce que tu peux me donner le nom de ce type de tapis où forcément, je tire de mon expérience excellente. Ouais. Là, sur le sujet, ce tapis où en fait tu mets un verre d'eau dessus et c'est une tâche que tu vois à vie. Tu veux dire quelle est la typologie de tapis à vie? Ouais. Alors c'est surtout, ça va être sur la viscose. Voilà, ça il faut éviter si j'ai bien compris. C'est la matière. Ouais, absolument, t'as raison. Mais il faut le dire, mais il faut le dire Ouais. parce qu'on l'apprend pas ça. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est même, je sais pas si tu as dit un verre de vin, mais c'est même le cas sur un verre d'eau. Oui, c'est le cas sur un verre d'eau. C'est un truc de fou. Absolument, absolument. La viscose, qui est pourtant une matière qu'on a quasiment tous sur nous. Voilà, très souvent, c'est mélangé dans les vêtements, etc. On évite. Nous, quand on s'est lancé, de temps en temps, on l'utilisait, mais c'est vraiment, tu vois, sur des touches très fines. Et malgré ça, on a eu des retours parfois catastrophés de clients qui disent un verre d'eau, c'est pas possible. Par chance, il y a un dérivé de la viscose qui existe sur le marché, qui a les mêmes propriétés que la viscose. La viscose, elle a comme propriété d'être soyeuse. C'est-à-dire que, à la différence de la laine qui est très brute, très mate, la viscose, elle, est un côté soyeux, donc un peu brillant. Et c'est vrai que les gens aiment bien avoir des différences de matière, de reflets, etc. sur leur tapis. Donc plutôt que de la viscose, moi je recommande aux gens d'aller plutôt sur de la tencel. Voilà, qui est qu'est-ce qu'on appelle, c'est un cousin. C'est un cousin de la viscose, mais qui a des propriétés plus naturelles que la viscose, qui est faite à base de ce qu'on appelle de la lyocell, qui est de la fibre cellulosique. Donc il y en a de plein de genres, ça peut être de la fibre cellulosique d'eucalyptus, de bois, de bambou. Et là, ton verre d'eau, ça passe. Et là, le verre d'eau, ça passe. Oui, le verre de vin, c'est plus compliqué parce que voilà, le vin il s'incruste dans la fibre. Mais pour le verre d'eau, la tencel, ça passe. Et vraiment, c'est un très bon compromis pour avoir justement ce jeu de matière. Ouais. D'accord. On va passer maintenant sur le sujet du sol, parce que forcément, on peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quel sol. Déjà, est-ce que donc il y a en fait deux parties à ma question, hein, forcément sur quel sol déjà à la base il faut mieux pas mettre un tapis, ou est-ce que qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution pour pouvoir le placer? Et deuxièmement, tapis sur un sol chauffant, oui ou non? Alors je vais commencer du coup par la deuxième partie. Tapis sur un sol chauffant, oui, mais tapis en laine. Tapis en laine, parce que justement c'est un tapis en laine, c'est un tapis qui respire. Et ça c'est essentiel pour répondre au sol chauffant. Faut pas trop partir sur les tapis synthétiques, parce que la problématique du sol chauffant, c'est qu'on veut que malgré le tapis, il chauffe. Voilà, chauffer sans que ça abîme ni le tapis. Voilà. Et donc vraiment tapis en laine. C'est ce qu'on recommande. Tapis en tencel, donc en tencel c'est lyocell, c'est ok. Par contre, sur toutes les fibres synthétiques, ça a pas du tout cette propriété de laisser passer la chaleur. Et donc du coup, ça va rester en dessous, ça va chauffer en dessous. Tu chauffes en fait juste pour chauffer le bas de ton tapis. Bah exactement, ça n'a aucun intérêt. C'est des dépenses qui partent un peu dans le vide. Ouais, pour rien. Donc voilà, tapis en laine, on recommande. Et ensuite sur la question du sol, sur quel sol peut-on ou ne peut-on pas mettre de tapis. Par chance, je travaille beaucoup avec les pros, donc j'ai envie de dire ça va être à la discrétion des pros avec qui je travaille. Et ça va aussi dépendre de quel est le sens
à quoi va servir le tapis. Bien sûr. J'ai tendance à dire que on peut mettre un tapis sur tous les sols. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la matière qui est sous le tapis, qui est une genre de toile en général, quand c'est tufté par exemple, sur un carrelage, elle peut être amenée à glisser. Donc il y a vraiment sur certains cas, mais en général les pros de la déco savent quand même bien gérer ce genre de situation. C'est soit s'assurer que le tapis il est relativement grand et qu'il est stabilisé par un canapé, un fauteuil, etc. Soit effectivement, là, faut pas hésiter également à prendre des sous-tapis, voilà, qui vont vraiment fixer durablement. Et c'est aussi une problématique. Ça ne gêne rien en fait de mettre un sous-tapis. Absolument rien, absolument rien. Non. En fait, maintenant, alors il y a plusieurs typologies de sous-tapis. C'est pas nécessairement ma spécialité, mais il va y avoir. Je refais un petit passage avec la question du sol chauffant. Il va y avoir des sous-tapis en grille, donc qui laissent passer la chaleur, qui est peut-être plus pertinent pour les sols chauffants que les sous-tapis je sais pas le nom, mais c'est une genre de mousse. Qui sont pleins, exactement. Je pense que voilà, pour ces sujets, je pense que c'est plus pertinent d'avoir les sous-tapis en grille. Et à ne pas négliger parce que là, par exemple, sous mes pieds, on voit pas, mais j'ai un tapis qui est tissé à la main. Donc le tapis qui est tissé à la main, il est relativement souple. Et si j'avais un enfant qui était amené à courir, et ben il pourrait tomber sur un angle du tapis, par exemple. Donc là, j'ai pas encore d'enfant suffisamment grand pour tomber, mais en tout cas, il faudra que je pense à mettre un sous-tapis pour vraiment maintenir ce tapis sur tous les angles, etc. Et ensuite, pour des raisons esthétiques, n'importe quel sol peut avoir un tapis, c'est pas un problème. Le seul sur lequel je vois un petit bémol, mais qui est un bémol qu'on rencontre peu, c'est mettre un tapis sur une moquette. C'est pas, voilà, c'est pas nécessaire en général. C'est pas recommandé non plus, c'est pas forcément très beau d'avoir cet effet. Ouais, mais à part ça, pas de contre-indication esthétique, du moins. Okay. Maintenant, une question purement à ta discrétion, on va dire, parce que les discussions peuvent se faire là-dessus et c'est plutôt une question de déco. La taille et le placement d'un tapis, si on parle dans un salon. Forcément, nous, on dit toujours plus c'est grand, plus c'est beau. D'autant plus qu'on peut le mettre sous le canapé. Oui. C'est encore mieux. Mais on n'a pas toujours le budget de dire on met un tapis qui est sous tout, les fauteuils, voilà. C'est quoi les règles minimum à respecter pour que justement on met en valeur non seulement le tapis, évidemment, mais aussi le canapé, la table basse, etc. Ouais, alors tu as raison, on n'a pas toujours le choix, on n'a pas toujours la possibilité, on n'a pas toujours le budget d'avoir un tapis qui dépasse et qui structure l'espace comme l'utilité première du tapis. Nous, on a des codes, c'est assez codifié en fait, mine de rien. Dans un salon, tu as commencé par le salon, dans un salon, on souhaite quand même que le tapis passe sous le canapé. Alors, disons que sur un canapé sans méridienne, un canapé standard, on souhaite que, pour idéaliser l'espace, on souhaite que le tapis rentre sous le canapé d'un tiers à peu près de la profondeur du canapé. Donc si le canapé a une assise d'1 mètre de profondeur, on va essayer de faire rentrer le tapis de 30 à 35 cm. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment idéal parce que c'est vrai que la propriété numéro 1 du tapis, plus qu'esthétique, c'est structurer l'espace. Et un tapis qui serait à l'aplomb du canapé est absolument pas structurant et va avoir un effet rétrécissant même de l'espace. C'est assez contre-intuitif, mais en fait, plus le tapis est grand, c'est ce que tu disais, plus il structure l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve pour un salon. Et c'est le cas aussi quand on a une méridienne. Moi, du coup, je suis sur un canapé avec méridienne. J'ai un tapis sous mes pieds. Il rentre 30-35 cm sous la méridienne dans la largeur. Et dans la longueur, il va 30-35 cm sous le canapé. Et là, on est vraiment hyper bien structuré. Et de même, si j'étais amené à avoir en face de moi des fauteuils, soit 2 en face de moi, soit 1, peu importe, ce qu'on aime bien souvent, c'est avoir les 2 pieds avant qui sont sur le tapis et les 2 pieds arrière qui respirent et qui sont à l'extérieur de ce tapis. Et si on parle de la table à manger? Ouais.
pareil, alors c'est encore plus simple, c'est la taille du tapis doit faire au minimum, dans le cas où la table est bien au milieu d'une pièce, parfois on a les problématiques de mur, etc. Mais c'est du coup la longueur de la table plus 60 centimètres de part et d'autre, donc plus 1,20 m. Et c'est la même chose dans la largeur. Donc si une table fait 1 mètre de long, on va vouloir une longueur de tapis de 2,20 m. Et si elle fait 60 centimètres de large, on va vouloir une largeur d'1,80 m. Donc, il nous faut idéalement un tapis qui fait 2,20 m par 1,80 m. Ça, c'est idéal parce qu'on n'a pas non plus forcément des salles à manger plus. Donc, on n'a pas forcément la place de mettre plus. 60, c'est le minimum. En fait, le 60 centimètres, c'est pas anodin. C'est ce qu'on considère être le recul de chaise idéal, voilà, pour que vos convives puissent s'installer sans avoir à buter sur le tapis. Maintenant, ça peut être 60 comme ça peut être 70. Si on a une grande pièce, une grande salle à manger, il n'y a pas de raison de s'arrêter. 70 fonctionne aussi bien. Mais moi, étant en région parisienne, j'ai plus souvent la problématique des petites salles à manger. Bien sûr. Et là, on est plutôt sur des tapis un peu ras parce que pour pousser la chaise, etc. Et puis voilà. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est un tapis qui va être trop épais. Et en fait, va marquer avec les chaises, avec le temps. Alors, typiquement, un tapis en laine, un tapis tufté en laine qui va être relativement épais, 1,5 cm d'épaisseur. Effectivement, il va marquer. Par contre, dans le même temps, comme c'est une matière naturelle, la laine va avoir tendance à remonter naturellement. Donc, c'est pas catastrophique. Maintenant, effectivement, on retrouve plus souvent des tapis tissés main dans les salles à manger, des unis par exemple ou des unis à bordure qui sont plus plats et sur lesquels on verra moins souvent les traces des chaises. Et également, ce qu'on voit pas mal de plus en plus, mais c'est peut-être plus sur la région sud, les régions du sud, ça va être des tapis, par exemple, en jute, ce genre de choses, qui sont naturellement plus plates, qui sont d'ailleurs tissées en jute, sur lesquelles on peut avoir des designs modernes, c'est pas incompatible, mais qui au moins sont réellement très plats et il y aura absolument pas de traces de chaise. Okay. Alors, je suis face à un client je veux absolument lui leur proposer ce tapis et je le trouve parce que ça va bien avec l'espace, etc. Et là, il me sort les arguments acariens, poussière et entretien. Qu'est-ce que j'y réponds? À part le fait que moi, je réponds toujours dans mon lit, il y a plus d'acariens que dans le tapis. Tout à fait. Mais quoi d'autre? Alors, d'une part, la meilleure réponse à tout ça, c'est la laine aussi. Voilà. Sincèrement, c'est vraiment ce qui répond le mieux à ces problématiques. Un tapis, du coup, en matière non naturelle, pourrait aussi faire l'affaire. Maintenant, en fait, c'est toujours un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut un tapis qualitatif au sens noble, avec des matières nobles, ou est-ce que la problématique numéro 1 va être la poussière, les acariens, etc. Ça, il y a un arbitrage à prendre. Mais dans tout ça, la laine est vraiment une matière qui répond pas mal à tout ça. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que mine de rien, effectivement, un tapis, on passe quand même l'aspirateur assez souvent dessus. Et l'avantage, c'est que parfois, il vaut mieux avoir en l'espace de 3-4 jours de la poussière sur le tapis qui est structuré à un endroit, plutôt que d'avoir à faire tous les coins du salon aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre pas mal. Voilà. La laine va garder effectivement la poussière. Alors c'est pas visible, mais il semblerait qu'on soit tous amenés à passer l'aspi régulièrement et donc c'est parfois plus pertinent. Okay. Si on parle d'aspi, qu'est-ce qu'on donne? Moi, j'aime bien à la fin de mes projets leur donner un petit livre avec justement les conseils d'entretien de tout ce que j'ai pu mettre en place pour eux. Donc, ça va pour plein de choses. Ça va aussi pour le tapis. C'est quoi vraiment les gestes de base pour faire en sorte que mon tapis reste absolument fantastique? Ouais, c'est une vraie bonne question et nous aussi, on est amené à donner un petit fascicule qui donne les bons conseils d'entretien, qui est même essentiel. Alors aujourd'hui c'est digitalisé, donc c'est plutôt un mail qui explique vraiment toutes les tâches. Mais en tout cas, évidemment, un tapis s'aspire sans problème. J'entends souvent aussi mais pour moi c'est assez étonnant,
n'hésitez pas à retourner le tapis pour que l'impact de la lumière sur le tapis soit. Mais à vrai dire, ça ne marche que sur un tapis uni, parce qu'en fait, un tapis qui a un design est mis dans une position et c'est pas forcément facile de le changer de place. Et puis une fois que tu as mis ton canapé dessus, c'est absolument. Bon, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, que de mon point de vue, je ne recommande pas parce que je trouve ça un peu facile comme manière de penser. Donc aspirateur, le plus souvent que comme d'habitude en fait, c'est très bien. Ouais. On recommande une brosse pas dure, effectivement, une brosse souple. Ça, c'est un point qui peut être pertinent. Et ensuite, que des produits naturels. Produits naturels, c'est-à-dire savon de Marseille, très naturel. C'est-à-dire, on va éviter tous les détergents un peu trop forts, tout ce qui peut en fait avoir un effet brûlant pour une matière comme la laine, on va éviter. Et on a aussi 2-3 astuces de grand-mère qui font plaisir en général. C'est toujours avoir chez soi de la terre de sommière. Ça, c'est vraiment un truc à avoir, que toutes nos grand-mères avaient, que nous n'avons plus dans nos placards, qui se trouve en droguerie et je dois le dire aussi parce que tout le monde achète via cette plateforme sur Amazon. Donc c'est de la terre de sommière. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir une droguerie à proximité. Et en fait, la terre de sommière, c'est un produit qui va être génial. Alors c'est pas pour un entretien régulier, c'est simplement lorsque, par exemple, il y a une tache de vin qui tombe sur le tapis. Ouais. Voilà, quand il y a une tache de vin qui tombe sur le tapis, il y a plusieurs réflexes à avoir. Le premier, c'est de prendre un sopalin et de vraiment aspirer le surplus qui va rester en haut de la fibre. La deuxième, ça va être justement la terre de sommière. Donc la terre de sommière, c'est une forme de terre qu'on va déposer sur la tâche et qui va avoir comme propriété, la terre de sommière, de faire ressortir une partie, voire même dans certains cas l'intégralité du liquide de la fibre. Donc ça, c'est génial. Cette terre de sommière, on va la laisser selon la quantité entre 1 heure et plusieurs heures sur la tâche. Et ensuite, on va passer l'aspirateur pour enlever cette terre de sommière. Dans la plupart des cas, on a déjà bien atténué la tâche. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que si on avait envie de continuer, on va utiliser du savon de Marseille. Voilà, tout ce qui a une base naturelle. Pourquoi pas du savon noir, ce genre de choses. Mais en tout cas, toujours avoir la terre de sommière, c'est ce qui permet de ne pas paniquer. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une réponse rapide sans frotter. Ce qu'il faut surtout pas, c'est imaginer qu'en frottant très fort avec une brosse dure, on va faire disparaître la tache. Non, en général, il va se passer l'effet inverse, c'est-à-dire que la tache va dégouliner et on risque de ne plus pouvoir revenir en arrière. Alors tout ça, c'est du coup ce qu'on peut faire nous. Maintenant, effectivement, si vous avez dans votre entourage personnel ou professionnel des personnes qui sont spécialisées sur le nettoyage de rideaux, de canapés, n'hésitez pas à les contacter parce qu'en général, ils sont aussi tout à fait capables de traiter une tâche sur un tapis. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on recommande. N'essayez pas de sauver à tout prix quand vous sentez que vous n'avez pas les moyens de le faire. Faites appel à un professionnel et il fera très bien le boulot et vous serez ravis de récupérer un tapis dans un bon état. J'aimerais bien terminer par une question sur les pros, donc les tapis dans les espaces professionnels. Oui. À quoi on fait attention déjà dans les caractéristiques du tapis, parce qu'on parle vraiment du tapis, quand on les propose dans des lieux où à grand passage ou au moins des lieux à passage public, etc., etc. À quoi on fait attention? Alors la première chose qui me vient en tête, ça va être les certifications. En fait, on est amené quand on travaille sur, par exemple, les galeries Lafayette, ce genre de choses, ou par exemple pour de l'hôtellerie, pour des aéroports, à nous demander des certifications. C'est des certifications qui, je pense, sont M1, M2, M3, M4. De tête, je crois que ce sont ça les noms, qui vont en fait qui vont expliquer comment le tapis est amené à réagir si toutefois il y avait un départ de feu. Et du coup, la classification,
Voilà. La classification va dire, je sais plus dans quel ordre c'est, est-ce que le M1 c'est le plus résistant ou non, mais voilà, il y a plein de classifications et c'est vraiment quelque chose qu'on est amené à nous demander. Donc pareil, on va avoir l'impression que je ne veux vendre que de la laine ou traiter que de la laine, mais c'est une des matières les plus nobles qui répondent pas mal à tous ces sujets. Nous on l'utilise exclusivement sur tous ces projets justement à fort passage. Ça c'est d'un point de vue certification. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que tu l'as très bien dit, sur ces espaces il y a beaucoup de passages. Et qui dit beaucoup de passages dit qu'il faut il faut travailler sur une qualité de tapis qui soit résistante dans le temps. Voilà. Ouais, beaucoup plus que dans les particuliers. Mais évidemment. D'une part, plus résistante, et d'autre part, le tapis Tufté main, par exemple, qu'on utilise beaucoup pour les particuliers, il va avoir une période de carence de 3-4 mois où il va pelucher, en fait. Il va avoir, c'est une réaction tout à fait naturelle, qui est liée au processus de fabrication. En fait, d'expérience, quand on va vendre un tapis pour LVMH par exemple, on parle pas mal d'eux en ce moment, ça va être compliqué de leur dire écoutez votre tapis, en fait devant vos clients qui sont là pour acheter, il y aura des pluches, donc ne vous en faites pas, c'est naturel. Ouais, mais c'est normal, mais c'est normal. Voilà, donc ça non, effectivement, et c'est aussi quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et comment on évite ça? Tu sais éviter ça? Oui, tu sais éviter. Il y a peu de fabricants de tuft qui sont capables de le faire. Nous, on a une collaboration étroite avec une fabricante, c'est assez rare pour le dire, une fabricante de tuft qui est en Turquie et qui répond totalement à ces problématiques parce qu'en fait, elle a une densité dans le processus de fabrication qui est beaucoup plus élevée et qui fait que en fait, quand sur un tapis tufté, il y a de la laine qui débourre, on appelle ça débourrer, c'est parce qu'elle est mal accrochée à la base. Mais elle n'est pas mal accrochée dans le sens où c'est un produit défectueux. Elle est mal accrochée parce que de tout temps, il y a toujours une partie de 10-15% du tapis en laine qui est mal accrochée. Et cette dame qui fait ça en Turquie, elle a réussi à développer son propre produit où il y a très peu de tapis de laine qui se détachent du tapis. Et autrement, il faut plutôt aller sur une typologie de tapis qu'on appelle noué à la main. Voilà, ça c'est c'est vraiment le très haut de gamme du tapis, les tapis qui sont noués à la main. C'est, pour faire simple, les gens comprendront très vite, c'est la technique de fabrication qu'utilisaient les Iraniens pour les tapis persans. Donc, vous avez tous remarqué, il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui, quand vous allez chez vos grands-parents, ils vous disent, moi, ce tapis, je l'ai depuis les années 70. Et c'est vrai que quand vous regardez ce tapis, vous dites, pour les années 70, il a plutôt pas si mal vieilli, ce tapis. Et en fait, c'est lié au fait que ce tapis, il est noué à la main, que c'est un travail qui demande, déjà une minutie extraordinaire, qui demande une qualité de l'artisanat extraordinaire, donc c'est pas donné à tout le monde. Et le fait que ce soit noué à la main, c'est à peu près 100 000 nœuds au mètre carré, et ça fait qu'on a une densité dans les nœuds qui font que c'est hyper résistant pour le passage. Bon, donc ça c'est génial. Par contre, ça ne va marcher que pour les marques très haut de gamme qui ont les moyens de mettre des tapis noués à la main. Évidemment. C'est encore tout ça, c'est une question d'usage, c'est une question de moyens, c'est une question d'envie. On revient aux 3 critères que je te disais au début qui sont essentiels pour mener à bien un projet. Oui, bien sûr. Je sais que j'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai une autre. Je t'en prie. Ce qui arrive. En fait, est-ce que Sun Tapis, aujourd'hui, travaille en direct avec les archis et les décorateurs d'intérieur? Très bonne question. On a commencé donc 2021, 2022, 2023 quasi exclusivement sur du particulier, donc via les réseaux sociaux, et on a fait un switch, comme on dit pas mal en ce moment, un pivot. On a pivoté, voilà. Donc on a changé de cible depuis début 2024, donc maintenant un peu plus d'1 an. On travaille quasi exclusivement avec des pros. Donc pros de la déco au sens large, donc effectivement ça va être des architectes d'intérieur, des décorateurs,
mais ça peut aussi être des boîtes spécialisées dans l'aménagement de bureaux, comme dans l'hôtellerie. Bon voilà. Et nous, notre rôle, si vous voulez, c'est pas un rôle de fournisseur. On essaie vraiment de sortir de ce prisme de fournisseur et on se positionne vraiment comme un rôle de collaborateur. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire un one shot avec un client, pour parler crûment. Je suis là vraiment pour créer une relation déjà de confiance, parce que on sait que les décorateurs, les pros de la déco ne bossent qu'à la confiance, et ça se comprend. C'est assez lourd au quotidien. Donc voilà, on travaille à la confiance sur le long terme, et surtout on accompagne les pros de la déco à vraiment se démarquer. C'est-à-dire à faire des créations qui seraient brandées autour de leur marque, quoi. Voilà. Si moi demain tu me dis, c'est du évidemment. Ok. C'est hyper intéressant, c'est génial. Forcément, en dessous de notre échange, je vais mettre toutes les informations. Je vais mettre aussi l'endroit où on peut demander justement d'être contacté. Bien sûr. Sun Tapis, si on a envie de volontiers. travailler avec vous. Est-ce que, pour finir, tu peux juste me donner les 3 raisons pour lesquelles on doit travailler avec toi? Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais. Nous, c'est plus qu'un job de fournisseur ou de prescripteur. C'est collaboration, donc c'est collaboratif en un, je dirais. Donc collaboratif / co-création. Ça, je pense qu'on est assez bon là-dedans. Le deuxième point, c'est relations ou confiance, et les deux vont ensemble. Parce que, comme je te disais, je suis pas là pour faire un one shot. On est vraiment dans un accompagnement complet de A à Z. Donc relation confiance me paraît bien en deuxième point. Et troisième point, c'est que c'est compliqué de trouver un troisième point. Je peux t'en donner un, si tu veux. Ouais, c'est vas-y. Peut-être la qualité des produits. Oui, t'as raison. T'as raison, c'est un très bon point. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de parler moins de la qualité, parce qu'en fait la qualité, si tu veux, en toute transparence, je connais beaucoup d'autres gens qui ont des produits d'une qualité similaire. D'accord. Et ce qui fait notre différence, c'est qu'évidemment, on a cette exigence dans la qualité, mais notre différence, elle se fait ailleurs. Elle se fait vraiment, je trouve, sur l'accompagnement qu'on a avec les pros. Peut-être qu'en 3, je dirais flexibilité. Qualité, je trouve, est un peu au-dessus de tout. Effectivement, pour moi, c'est un peu normal, en fait. Exactement. En fait, c'est genre, t'es décorateur, est-ce que tu vas faire un truc beau? Non? Voilà, c'est plus, mais tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je dirais peut-être flexibilité, dans le sens où on sait que les pros de la déco, ils cherchent pas exclusivement un tapis pour leur projet. Ils cherchent 50 produits différents, à 50 usages différents. Et que il faut être capable d'être flex, parfois d'aller chez le client, de faire des devis hyper rapidement, aussi dans certains cas, d'être aussi à l'écoute des budgets, des problématiques, et en ce sens aussi, et ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure, il faut aussi être capable de dire, ce que tu me demandes, je ne suis pas capable de le faire. Et ça, de donner comme la solution de... Mais absolument. Donc, confrère en consoeur. Ouais. Mais tout à fait. Tout à fait. Alors, je m'autorise un dernier point, même si tu m'as pas demandé, qui est de dire que d'expérience, nous, on se rend compte que la valeur, en fait, d'un prestataire ou d'un collaborateur, elle se juge pas quand tout se passe bien, mais elle se juge quand tout se passe mal. Dans les SAV. Voilà. Exactement. Et ça, c'est vraiment un point crucial chez nous. C'est de dire, si toutefois quelque chose n'allait pas, déjà, on a un process que je vais pas énumérer ici, mais qui nous permet de juguler ça le plus tôt possible. Mais si toutefois tout n'allait pas, en fait, il y a toujours une solution. Toujours une solution, et la solution va dans le sens de la collaboration, de l'échange, de la confiance, voilà, de tous les autres points. Mais en tout cas, on sait que la valeur d'un collaborateur, elle se juge dans les moments difficiles et non pas dans les moments où tout va bien, et on en est bien conscient. Voilà. On est tellement d'accord. Un grand merci d'être venu. Merci à toi. J'étais ravie d'échanger avec toi. Je vais mettre, comme je l'ai dit, tous les infos juste en dessous du podcast, et je te dis à très très bientôt. Ouais, c'était génial. Merci beaucoup. C'était un super moment, et puis j'espère qu'on se croisera prochainement vers chez moi ou vers chez toi. Avec grand plaisir. Top. Salut Pierre. Merci beaucoup. Salut. Bye.